Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette initiation au langage Python. Alors dans cette initiation, nous verrons les différentes variables en Python, à savoir les entiers, les flottants, les chaînes de caractères, les booléens. Nous verrons également les opérateurs, donc ça peut aller du simple plus au modulo par exemple. Nous verrons donc les conditions, les AND, les OR, les NOT. Puis, nous nous attarderons un petit peu sur les listes, comment créer une liste, donc une liste de données, comment afficher cette liste, ajouter un élément dans une liste existante, supprimer un élément, insérer un élément, modifier un élément. Bien sûr, nous verrons les listes en extension et en compréhension. Euh, Nous verrons comment parcourir une liste. De même, nous verrons les tuples. Puis nous verrons les dictionnaires et toutes les opérations qui vont sur ces conteneurs. Donc avec leurs caractéristiques, la création et l'accès à un dictionnaire, la modification et le parcours. Et également nous verrons les structures imbriquées. Donc nous ferons des constructions de structures imbriquées. Et nous verrons ensuite les conversions de type, puis les répétitions et les branches, à savoir tout ce qui va être les structures de contrôle euh, conditionnelles, les if et les else, les boucles for et les boucles while. Alors nous verrons également les fonctions qui sont très importantes, puisque on ne va pas vouloir toujours réécrire le même code, et donc on va utiliser des fonctions afin de faire une opération, et ceci en prenant un argument, puis on pourra refaire la même opération en changeant tout simplement l'argument et en appelant la fonction. Nous verrons également comment travailler avec des fichiers, donc comment ouvrir un fichier, le lire, écrire dans ce fichier. Nous verrons également la programmation orientée objet avec les classes et les différentes méthodes et attributs qui sont utilisés dans les classes. Nous verrons également la gestion des erreurs, puis les modules, donc qu'est-ce qu'un module en Python, ainsi qu'un package en Python. Nous verrons comment exécuter des commandes Linux en Python, puis comment manipuler les variables d'environnement en Python. Et c'est à peu près tout. Donc je vous propose qu'on commence directement. Et donc on va commencer tout simplement dans notre terminal en lançant Python pour avoir l'interpréteur de Python. Donc là vous voyez ici que ma version de Python installée c'est la version 3.11.2. Alors donc effectivement c'est Python 3. Alors peut-être pour la plupart d'entre vous, vous aurez le Python 2.7 qui sera installé. Alors si vous voulez passer au Python 3, surtout ne désinstallez pas Python 2.7 car il est utilisé par certaines fonctionnalités de votre environnement, de votre OS. Alors commençons donc avec les variables. Alors les variables en Python sont des identifiants qui représentent des valeurs. Elles vont permettre de stocker des données en mémoire et de les manipuler dans un programme. Alors les variables peuvent contenir divers types de données, tels que des nombres, des chaînes de caractères, des listes, des tuples ou encore des dictionnaires. Alors il faut savoir que Python, c'est un langage de programmation à typage dynamique. Ça signifie que le type d'une variable peut être modifié à tout moment et les variables sont déclarées par attribution initiale d'une valeur. Donc il n'est pas nécessaire de spécifier leur type préalablement à cette opération. Par exemple, là je vais faire A égale à 10. Eh bien, je n'ai pas besoin de préciser que A est un integer, donc un entier. Et je peux vérifier donc le type de ma variable A en faisant print type
de la variable a. Et donc, ça m'affiche bien que c'est un integer, donc un entier. Maintenant, si j'affecte une nouvelle valeur à a, par exemple, une chaîne de caractères coucou, et que je fais un print type a, il va me dire que c'est une string, donc une chaîne de caractères. Alors, du coup, on vient de voir les chaînes de caractères string qui sont des séquences de caractères, donc entourées de guillemets simples ou doubles. Donc, on va dire simple quote ou double quote pour les plus anglophones d'entre vous. Et donc, on peut les déclarer bien de la manière que je vous ai montré, a égale double quote, coucou, double quote. Bon, pour les entiers, donc a égale 10, c'est un exemple. Mais on a aussi également les flottants, donc les floats. En fait, ce sont des nombres décimaux. Par exemple, si je fais 3.14, eh bien, c'est un nombre à virgule, c'est 3,14. Et je peux aller vérifier son type, donc en faisant print type b. Et effectivement, la classe retournée est bien un flottant. Ensuite, nous avons les booléens qui sont très utiles pour vérifier des conditions. Donc dans les if et dans les while, dans les if, les while et ainsi de suite. Alors, ce sont des variables qui ne peuvent avoir que deux valeurs, comme l'indique leur nom, booléen, donc qui vient de l'algèbre de Boole, donc, et qui veut dire donc binaire. Donc ce sera soit true pour vrai, soit false pour faux. Par exemple, D égale true et E égale false. Et si je fais un print type de E, par exemple, eh bien, effectivement, j'ai bien un booléen. Alors, il est également possible de déclarer des variables avec des valeurs nulles, c'est-à-dire sans valeur initiale. Pour cela, on va utiliser le mot-clé none. Donc, par exemple, f égale à none. Eh bien, maintenant, si je veux afficher son type à f, eh bien, il n'a pas de type, donc none type. Alors, en Python, on n'a pas besoin, encore une fois, de déclarer le type de variable à l'avance. Le type est automatiquement déduit à partir de la valeur assignée. Alors maintenant qu'on a vu les différentes variables, on va pouvoir aller voir les opérateurs. Alors, les opérateurs d'affectation permettent d'assigner une valeur à une variable. Alors, comprendre et utiliser correctement les opérateurs va être essentiel pour programmer efficacement en Python. Les opérateurs en Python sont des symboles spéciaux qui permettent de réaliser des opérations sur les valeurs ou les variables. Et il existe différents types d'opérateurs tels que les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques et les opérateurs d'affectation. Par exemple, si je fais A égale 25, eh bien, c'est une affectation. J'affecte la valeur 25 à la variable A. Et si je fais B égale 5, c'est exactement la même chose. J'affecte la valeur 5 à la variable B. Alors ensuite, on a les opérateurs arithmétiques qui vont permettre de réaliser des opérations mathématiques telles que l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et également le modulo. Ensuite, pour tout ce qui va être racine carrée, donc SQRT et autres, il faudra importer des modules. Mais bien sûr, nous en reparlerons un petit peu plus loin dans cette vidéo. Alors, un exemple, ça va être l'addition. Si je fais C égale à A plus la variable B, et maintenant que j'affiche ce que vaut la variable C, et bien tout simplement, il m'aura fait l'addition de A qui vaut 25 et de B qui vaut 5. Et donc, la valeur qui se retrouve dans C est bien 30. On a également l'opérateur de soustraction.
Par exemple, D égale à A moins B. Alors je mets des espaces, mais les espaces ne sont pas nécessaires. Si je fais D égale A moins B, c'est tout à fait correct, mais c'est juste que c'est moins lisible. Et un programme, on le verra, il faut toujours que ça puisse être lisible par l'être humain. Puisque normalement, si on respecte la syntaxe, même en ne mettant pas des espaces, ce sera lisible par ici l'interpréteur, puisque c'est du langage interprété, donc c'est du langage de script, et non pas du langage compilé. Eh bien, ce sera compris par la machine. Mais c'est vrai que ça peut être vite embêtant pour un camarade ou un employé avec qui vous travaillez, qui voudrait relire votre code ou le compléter, s'il n'y a pas ces espaces, ces tabulations, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, je peux faire un print D pour voir bien, la valeur 25 moins 5. Et effectivement, ça nous donne bien 20. Ensuite, j'ai l'opérateur multiplication. Donc E égale A étoile B, qui va me permettre de multiplier deux valeurs. Et donc, si je fais print de E, je vais avoir 25 fois 5. Et donc, ça fait bien 125. Ensuite, j'ai l'opérateur de division. Par exemple, utilisons une variable f. Même si elle a déjà été utilisée, vous savez très bien qu'on peut lui réaffecter une nouvelle valeur. Ça ne pose aucun problème. On n'est pas encore dans les classes avec les intitulés private et public. Donc A divisé par B. Et je peux afficher à l'aide de print le résultat donc de 25 divisé par 5. Et là, on peut remarquer une chose en faisant donc, on va faire un print type de f, eh bien c'est que c'est un flottant. Ce n'est plus un entier, mais c'est un flottant. Donc c'est un nombre réel, un nombre à virgule. Alors ensuite, on a l'opération modulo, qui est très utile. Par exemple, je vais faire G égale à A modulo, alors modulo B, et je vais afficher, pour vous expliquer ce que fait cette opération modulo, et bien ici c'est 0. En fait, que fait l'opération modulo? Eh bien, l'opération modulo, elle donne le reste de la division euclidienne de A par B. Et ici, A vaut 25 et B vaut 5. Donc 25 est égal à 5 fois 5 plus 0. Donc le reste de la division euclidienne de 25 par 5 est 0. Donc nous sommes ici dans ce cas-là. Alors maintenant, voyons les opérateurs de comparaison qui vont permettre de comparer deux valeurs et de renvoyer une valeur booléenne, c'est-à-dire un true ou un false. Donc true si c'est vrai et false si c'est faux, selon la condition de comparaison. Par exemple, h égale à a égale à b. Eh bien, ça veut dire que dans ma variable h, j'ai la comparaison entre A et B, qui est A est-il égal à B. Donc si on veut savoir si A est égal à B, on met égal B. Et donc ici, je peux afficher le résultat. Alors comme A vaut 25 et B vaut 5, on se doute que eh bien, cette condition sera fausse. Et effectivement, c'est le cas, 25 est différent de 5. Ensuite, une autre condition, eh bien, ça va être la supériorité. Donc, I égale à A supérieur ou égal à B. Alors, vous voyez, bon, normalement, il vous le fait aussi. Hein, il va directement vous mettre l'opérateur supérieur ou égal si vous faites un strictement supérieur et un égal derrière. Il vous l'affiche comme supérieur ou égal
comme en cours de mathématiques. Donc c'est très joli, mais c'est pas plus utile que ça. Et donc A vaut 25, B vaut 5. Donc on se doute du résultat. Effectivement, 25 est supérieur ou égal à 5. Donc ça nous renvoie vrai. Alors maintenant, l'exemple d'infériorité. Donc dans une variable J, je vais stocker la condition A inférieure ou égale à B. Et du coup, logiquement, eh bien, ça va me retourner faux, puisque 25 n'est pas inférieur ou égal à 5. Alors, maintenant que nous avons vu donc les principaux opérateurs de comparaison, donc le égal, le supérieur égal, l'inférieur égal, mais il y a également le inférieur strict, le supérieur strict. Eh bien, voyons les opérateurs logiques qui vont permettre de combiner des expressions booléennes et de renvoyer également une valeur booléenne en fonction de la combinaison. Par exemple, si je déclare la variable k et que je lui mets comme valeur a strictement supérieur à b, end, donc end pour et, a inférieur strict à 10. Alors, à votre avis, A est strictement supérieur à B, c'est vrai, 25 est strictement supérieur à 5, mais par contre, 25 est strictement inférieur à 10. Et pour réaliser la condition K, il faut que les deux soient réalisés. Donc, il faut que 25 soit strictement supérieur à 5 et que 25 soit strictement inférieur à 10. Donc, ça va logiquement nous retourner un false. C'est K. Voilà, effectivement. Puisque la variable k va prendre comme valeur true si la valeur de a est supérieure à b et si la valeur de a est inférieure à 10. Or ici, la variable k prend false puisque une des deux conditions n'est pas vérifiée, c'est la condition a inférieure à 10. Ensuite, un autre opérateur logique, c'est le OR. Alors, L égale à A inférieur à B, OR, donc OR qui signifie ou, A strictement supérieur à 10. Donc ici, il va suffire qu'une des deux conditions soit vraie pour que la condition else eh bien, soit vraie. Or, effectivement, A qui vaut 25 est bien strictement supérieur à 10, même si 25 n'est pas strictement inférieur à 5. Mais comme c'est un ou, il suffit qu'il y ait une seule condition qui soit vraie pour que la condition générale soit vraie. Alors ensuite, comme dernier opérateur, on va voir l'opérateur not. Alors par exemple, m égale à not, donc non a strictement supérieur à b. Donc on sait que a est strictement supérieur à b, parce que 25 est strictement supérieur à 5. Mais on a mis le non devant. Donc, en fait, on veut tout simplement l'inverse. Donc, ça va logiquement retourner faux, puisque A supérieur à B, c'est vrai, mais comme on a mis le not devant, eh bien, ce n'est pas vérifié, donc ça retourne false. Alors, voilà pour les différents opérateurs. Maintenant, passons au type de données et variables. Alors, dans cette section, nous allons aborder divers types de structures de données qui sont couramment utilisées en programmation, telles que les listes, les tuples et les dictionnaires. Alors, nous présenterons des méthodes et des opérations spécifiques pour manipuler ces structures de données, ainsi que des exemples pratiques qui vont permettre d'illustrer leurs cas d'utilisation les plus fréquents. Alors commençons avec les listes. Donc Python propose le type de données list pour stocker des collections ordonnées d'éléments, tels que par exemple des nombres ou des chaînes de caractères.
Alors, l'utilisation de liste permet de stocker plusieurs valeurs dans une seule variable, ce qui va faciliter la manipulation des données dans le programme. Alors, supposons que nous devions créer un programme pour gérer une liste de tâches. Eh bien, nous aurions donc besoin de stocker chaque tâche dans une liste et de pouvoir ajouter, supprimer et ou modifier des éléments de cette liste en fonction des actions de l'utilisateur. Alors, nous allons tout d'abord voir la création d'une liste en extension. Alors, quand je dis création d'une liste en extension, c'est-à-dire que l'on va en énumérer explicitement les éléments. Alors, pour créer le, pour créer le type de données liste en Python, eh bien, nous utilisons la notation crochet. Donc, crochet ouvert, crochet fermé. Alors, par exemple, pour créer une liste vide en Python, on va faire ma liste 2 égale. Et alors, comme j'ai un souci sur mon clavier Mac, il prend tout. Tout est pris, mais les crochets, il ne les prend pas, donc je les copie-colle. Sincèrement désolé pour ce petit issue. Voilà, donc là, j'ai créé une liste vide qui est donc ma liste 2. Effectivement, je peux l'afficher print ma liste 2. Alors, effectivement, vous pouvez utiliser la complétion. Donc, quand vous avez commencé à écrire le nom d'une variable, vous pouvez utiliser tab et ça va vous compléter le suite du nom de la variable. Et donc là, vous voyez, eh bien, j'ai bien une liste vide. Alors, donc, maintenant, nous allons créer une liste de données en Python, donc en extension. Ça veut dire qu'on va énumérer explicitement les éléments qui vont être dans cette liste. Alors, on va l'appeler ma liste égale. Alors, je vais coller mes crochets. Donc 1 par exemple, ensuite une chaîne de caractères, ensuite un flottant, 7.8. Alors je ferai une remarque, c'est que généralement dans les listes, on met le même type de données. C'est la pratique qu'il faut normalement respecter. Et si on veut vraiment mettre plusieurs types de données dans un conteneur, on va utiliser plutôt les tuples. Mais ça ne pose aucun problème, sinon. Vous pouvez très bien le faire, mais c'est juste que on le fait pas très souvent en fait. Donc là, j'ai créé une liste en énumérant explicitement les éléments. Donc comme vous l'avez bien retenu, j'ai créé une liste en extension. Et je peux afficher ma liste en faisant un print ma liste. Voilà, donc ça affiche bien ma liste. Alors maintenant, quelle opération je vais pouvoir faire sur cette liste? Eh bien, tout d'abord, je vais pouvoir ajouter de nouveaux éléments dans une liste existante en utilisant la méthode append, qui est une fonction très pratique de la classe de liste en Python. Donc, en fait, c'est une méthode, on appelle ça une méthode, mais ça s'apparente à une fonction. Donc, on va donner l'objet qui est ici ma liste, et à cet objet, on va lui appliquer la méthode append, et on va dire par exemple d'ajouter 12/12/2023. On y est bientôt. C'est très bien. Voilà. Et donc maintenant, si je fais un print ma liste, je vois bien que ça a ajouté en dernière place l'élément demandé, donc 12/12/2023. Alors maintenant, pour supprimer un élément spécifique d'une liste existante, on va utiliser la méthode remove. Par exemple, je vais faire donc mon objet, ma liste, et je vais lui appliquer la méthode remove. Et je vais lui dire de remove, par exemple, 1.
donc la valeur 1. Alors maintenant, si je fais un print ma liste, vous voyez bien que le 1 a disparu. Alors là, j'ai supprimé un élément en utilisant sa valeur, mais nous verrons après que nous pouvons supprimer un élément en utilisant son indice dans la liste. Mais avant cela, voyons comment insérer un élément. Alors pour insérer un élément dans une liste, on va utiliser la méthode insert qui permet d'insérer un nouvel élément à une position spécifique de la liste. Alors, donc, dans notre exemple ici, on a 1.7.8 Python true et 12/12/2023. Donc, en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Et si vous voulez en être sûr, quand vous avez des grandes listes, vous faites len de ma liste. Ça va vous retourner le nombre d'éléments dans votre liste, donc ici 5. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que en informatique, eh bien, on commence toujours par l'indice 0. Donc en fait, la valeur 1 ici a pour indice 0. Donc, par exemple, si je fais pas print, pardon. Si je fais ma liste, alors mes crochets 0, eh bien ça m'affiche 1. Donc en fait, l'indice du premier élément commence à 0. Donc ici ce sera 0, ici l'indice sera 1, ici l'indice 2, ici l'indice 3 et ici l'indice 4. Et comme on commence à 0, on fait 0 jusqu'à 4, on a bien 5 éléments. Mais c'est juste qu'on commence, qu'on compte à partir de 0. Alors, ici, je vais faire donc, comme je l'ai dit, un insert. Alors, dans ma liste, je veux faire un insert à l'indice 3 et la valeur, je veux que ce soit par exemple chat GPT. Voilà, je vais faire un print de ma liste et on voit bien que ChatGPT a été inséré. Et si on regarde les indices, ici, indice 0, indice 1, indice 2, indice 3. Donc, ChatGPT, la valeur ChatGPT a bien été insérée à l'indice 3 de ma liste. Et encore une fois, je peux vérifier en faisant ma liste. Alors, hop, mes crochets 3. Et effectivement, à l'indice 3 de ma liste, j'ai bien la valeur chat GPT. Alors donc, comme je vous l'ai dit, on indique l'indice de l'élément entre crochets après ma liste pour accéder à l'élément. Et vous pouvez également utiliser un indice négatif. Par exemple, si je fais un ma liste de -1, alors de -1, eh bien ça m'affiche le dernier élément. Si je veux avoir affiché l'avant-dernier élément qui est true, je vais faire ma liste entre crochets -2 et ainsi de suite. Alors voilà donc pour l'accès aux éléments d'une séquence, puisque ici on a affaire à une séquence. Alors on peut également désigner une tranche ou un slice en anglais de liste ou tuple. Mais ici nous sommes toujours sur la liste, en donnant le numéro du premier élément et le numéro du dernier, qui lui ne sera pas inclus. Par exemple, si je veux afficher les éléments, on va dire, alors, les éléments donc de l'indice 1 jusqu'à l'indice 3 inclus, eh bien, je vais faire un slice, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Alors je sais plus ce que j'ai dit, je voulais 7.8 Python ChatGPT. Donc ça va être indice 1, 2, 3. Et donc je vais mettre 4 parce que 4 ne sera pas inclus. Et donc ça m'affiche bien les éléments de ma liste qui vont de l'indice 1 à l'indice 3. Voilà. Et d'ailleurs, en plus des indices de départ et d'arrivée, on peut indiquer un pas. Donc par exemple, si je fais ma liste, alors, toujours mes crochets qui sont gênants, de 0 à... combien j'ai d'éléments déjà? De 0 à 5. Donc 5 ne sera pas inclus. Et je vais mettre un pas de 2 par exemple. Voilà, donc je commence à l'indice 0, il m'est affiché. Ensuite, il fait un pas de 2. Donc ici, la 0, il compte 1, 2, il m'affiche Python. Et ensuite, il arrive à Python, il m'affiche, il compte 1, 2, et il m'affiche true. Voilà, donc comment faire une tranche, donc un slice, en indiquant un pas. Alors maintenant, pour parcourir une liste, puisque on a vu comment accéder à chaque élément de la liste, comment faire une tranche de la liste, mais on n'a pas encore vu comment parcourir une séquence. Donc je dis séquence, mais ici c'est une liste. Eh bien en fait, une liste, elle est itérable, donc on peut la parcourir avec une boucle for. Par exemple, si je fais for élément, je vais enlever ma souris, elle est gênante, je gâche la vue. For élément in ma liste. Eh bien, du coup, je vais faire un commentaire. Alors, pour faire un commentaire, vous utilisez le dièse. Donc, élément, eh bien, vaut tour à tour chaque élément de ma liste. Voilà. Donc là, je suis dans le for et je vais faire un print, du coup, de element. Bon, effectivement, j'ai pas mis l'indentation. Donc, indentation, print, élément. Alors voilà qui est fait. Et donc, non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, alors, for element in my list. Donc, print element. Voilà. Et donc, vous voyez que ça m'affiche tous les éléments de ma liste. Par contre, ça peut être problématique, c'est que ça les affiche en un élément par ligne. Et bien en fait, pourquoi? C'est parce que dans la fonction print, il y a un anti/n qui se trouve à la fin. Et cet anti/n fait un retour à la ligne. Donc, si on veut outrepasser, enfin bypasser cet anti/ est tout affiché sur une ligne, on va faire virgule end égale simple quote espace simple quote. Et là, donc, on a bien tous les éléments de la liste qui sont affichés sur une seule ligne. Alors donc, on a vu eh bien, que ici, nous faisions une boucle sur les valeurs, donc sur les éléments, mais on peut également faire une boucle en faisant varier l'indice
qu'on appellera ici i. Donc for i in range de len de ma liste. Donc, qu'est-ce que cette ligne veut dire? Ça veut dire que pour i dans la range len ma liste, donc en fait, ça va parcourir de 0 jusqu'à la taille de la liste. Donc ici, len ma liste, je ne sais plus combien elle vaut, on pourrait vérifier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, ça va faire pour i une range de 6. Et donc, ça va parcourir, i va parcourir 0, 1, 2, 3, 4, 5, sans parcourir la dernière valeur. Ensuite, comme c'est un for, la syntaxe veut que je mette un 2 points. Et je vais faire une tabulation et faire un print de ma liste. Alors, hop, d'indice i. Et j'oublie pas de mettre mon end égale simplequote espace simplequote. Et voilà, donc de la même manière, j'ai affiché tous les éléments de ma liste, mais cette fois-ci en passant par l'indice. Donc j'ai à chaque fois affiché ma liste indice i. Donc la valeur qui se trouvait pour le premier tour de boucle, ma liste 0, ma liste 1, et ainsi de suite jusqu'à 5. Donc voilà pour eh bien, ce qu'on peut faire avec les listes. Enfin, je vais me permettre de rajouter quelque chose, puisqu'on a vu comment ajouter un élément à la fin de la liste. On n'a pas vu comment modifier la liste et affecter une valeur à la case d'indice i, par exemple. Donc, si je fais un ma liste, alors, ouais, non, j'essaie de faire, mais il ne prend pas. Par exemple, l'indice 0. Donc, normalement, l'indice 0, j'ai la chaîne de caractères 1. Eh bien, je veux modifier ça et mettre à la place la chaîne de caractères x. Et donc, si je fais un print de ma liste, eh bien, on voit que effectivement le 1 a été modifié par le x. Donc, c'est une technique pour modifier la liste et affecter une valeur, ici la valeur x, à la case d'indice 0. Alors, on a vu le insert, on a vu le remove, mais on n'a pas vu le pop. Alors, si je fais un ma liste .pop, ici, je vais devoir mettre l'indice de l'élément que je veux enlever. Par exemple, true, donc son indice, c'est, alors si on compte 0, 1, 2, 3, 4, son indice, c'est 4. Et donc, ça va me permettre de supprimer l'élément qui se trouve à l'indice 4. Et en plus de ça, ça me l'affiche. Et donc, si je fais un print ma liste, vous voyez que le trou a disparu. Voilà pour ça. Donc, pour terminer sur les listes, on va juste parler des listes en compréhension. Donc, alors, la notation en compréhension va permettre de créer une liste ou un dictionnaire. Ici, nous sommes dans les listes, sans en énumérer explicitement les éléments. Alors, par exemple, si je veux créer une liste en compréhension qui soit la liste des nombres entiers de 2 à 10 inclus, eh bien, je vais directement mettre mes crochets
Et à l'intérieur de ce crochet, je vais mettre un i for i in range. Donc j'ai dit les entiers de 2 à 10 inclus. Donc 2,11 puisque le dernier n'est pas pris en compte. Donc ici, ça veut dire que dans ma liste, je vais ajouter i pour i parcourant 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais me retrouver avec, eh bien, pour le premier tour de la boucle 2, puis la valeur 3 va être ajoutée, puis la valeur 4, et ainsi de suite jusqu'à la valeur 10. Alors, comme vous pouvez le voir, effectivement, j'ai bien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, donc, je peux faire encore beaucoup de choses. Par exemple, je peux afficher la liste des carrés. La liste des carrés des nombres entiers de 2 à 10 inclus. Pour ça, je vais faire i. Alors, pour la puissance, c'est étoile, étoile, 2. Donc, i au carré, for i in range. Alors, je veux de 2 à 10 inclus, donc 2, 11. Puisque le 11 ne sera pas inclus. Et donc, effectivement, ici, je vais commencer par 2 au carré, donc 4, puis 3 au carré, donc 9, et ainsi de suite, je continue à parcourir la boucle, 4 au carré, 16, et ainsi de suite, jusqu'à 10 au carré. Et donc, j'aurai 100. Alors, quelque chose d'intéressant aussi, qui n'est pas négligeable de dire, puisque même si c'est une initiation au Python, autant en dire le plus possible, eh bien, on peut faire un filtrage des éléments en fonction d'une condition, directement dans la liste. Ce qui est vraiment très intéressant et très efficace. Vous le verrez quand... parce que là, c'est une initiation au Python, donc je vous laisse imaginer qu'il y aura des vidéos qui feront suite à cette vidéo, notamment où nous ferons du machine learning, du deep learning, donc de l'intelligence artificielle, mais aussi des méthodes numériques pour les mathématiques, et aussi pour le hacking, donc avec tout ce qui est réseau, et ainsi de suite. Alors par exemple, ici, je veux la liste des carrés des nombres entiers de 2 à 50 inclus, mais qui se terminent par le chiffre 9. Du coup, je vais faire i étoile étoile 2 pour avoir donc mon chiffre au carré. For i in range, alors je veux de 2 à 50 inclus, donc 2,51, puisque lui 51 sera exclu. Et là, je vais mettre une condition if, eh bien, i au carré, parce que j'ai dit que je voulais qu'il se termine par le chiffre 9, eh bien, i au carré modulo 10, donc le reste de la division par 10 de i au carré, eh bien, je veux qu'elle soit égale à 9, donc égale à 9. Et voilà, donc j'ai ainsi la liste des carrés des nombres entiers de 2 à 50 qui se termine par le chiffre 9. Donc là, c'est qu'un prémisse de tout ce qu'on va pouvoir faire sur les listes. Et maintenant, je vous propose de passer aux tuples. Alors, en Python, les tuples sont des séquences de données immuables et ordonnées qui sont similaires aux listes. Alors, la différence majeure, c'est que les tuples ne peuvent pas être modifiés une fois qu'ils ont été créés, contrairement aux listes qui, elles, peuvent être modifiées en ajoutant ou en supprimant des éléments. Donc, les tuples sont créés en utilisant des parenthèses plutôt que des crochets et peuvent contenir n'importe quel type de données, comme des nombres, des chaînes de caractères, des listes ou même d'autres tuples. Donc, on peut avoir des tuples de tuples. Alors, avant de commencer, il faut savoir qu'il est impossible d'ajouter ou de supprimer des éléments dans un tuple déjà existant. Alors, pour créer un tuple de données, eh bien, on va faire, par exemple, on va l'appeler mon tuple. On va donc maintenant utiliser des
parenthèse, et on va mettre par exemple 1, 7.8, donc un flottant, 58, un entier et un booléen false. Voilà, ici nous venons de créer un tuple, donc on peut l'afficher si on le désire. Print mon tuple. Voilà, donc il s'affiche bien. Et alors, on a différentes opérations qu'on peut faire sur un tuple. Par exemple, ce que je peux faire, c'est faire un 7. Si je fais 7.8 in mon tuple, ça va me permettre de savoir si l'élément 7.8 est dans mon tuple. Donc il me dit true, et effectivement 7.8 est bien dans mon tuple. Et par contre, si je fais 0 in mon tuple, alors il me dit aussi true. Ah oui, c'est parce que false, c'est aussi égal à 0. False, c'est égal à 0. C'est du booléen, donc c'est 0 ou 1, false ou true. Donc je me suis bien fait avoir, on va dire 0.1 par exemple. In mon tuple. Et là, false, effectivement, 0.1 n'est pas dans le tuple. De la même manière, on peut faire, par exemple, 0.1 not in mon tuple. Donc, en gros, je demande si 0.1 n'est pas dans mon tuple, et donc il va me répondre vrai, puisque effectivement, il n'est pas dans mon tuple. On peut également renvoyer la taille de mon tuple, enfin du tuple donc. Donc ici on a 4 éléments. Et puis on peut renvoyer par exemple l'élément d'indice, disons, alors l'élément d'indice par exemple 2. Et donc ce sera 58. C'est effectivement 0, 1, 2. Donc l'élément d'indice 2 de mon tuple, c'est 58. Alors comme avec les listes, on peut faire des slices. Donc des, par exemple 0, 2.3. Donc je vais faire un mon tuple 0, 2.3. Et donc, il va m'afficher indice 0, indice 1, indice 2. Voilà. Et puis, on peut faire quelques autres opérations, mais que nous verrons en temps voulu. Maintenant, je vais vous proposer de passer au dictionnaire. Alors, un dictionnaire, c'est une structure de données qui va stocker des paires clés-valeurs, où chaque clé doit être unique. Alors, les dictionnaires permettent de récupérer rapidement la valeur associée à une clé donnée sans avoir à parcourir toute la structure de données. Alors, en Python, il faut savoir que les dictionnaires sont définis à l'aide d'accolades et chaque paire clé-valeur est séparée par une virgule. Donc, les clés peuvent être de n'importe quel type immuable, comme des chaînes de caractères ou des nombres, tandis que les valeurs peuvent être de n'importe quel type de données, y compris des listes, des tuples ou d'autres dictionnaires. Donc on peut avoir des dictionnaires de dictionnaires. Alors, les dictionnaires sont utiles pour stocker et récupérer rapidement des données qui sont liées les unes aux autres, par exemple pour stocker des informations sur des clients, des résultats de tests ou des données de configuration. Alors, par exemple, créons un dictionnaire. Donc, appelons-le mon dictionnaire. Et donc, allons-y. Alors, en espérant que, hop, c'est parfait, ça marche. L'accolade marche, donc c'est bien des accolades. Donc, souvenez-vous, pour les listes, ce sont des crochets.
pour les tuples, ce sont des parenthèses. Et pour les dictionnaires, ce sont des accolades. Alors, par exemple, je vais mettre une clé nommée nom qui a comme valeur Dupont. Hop. Ensuite, une clé nommée âge qui a comme valeur 30. Et par exemple, une clé nommée ville qui a comme valeur, on va dire Paris, puisque c'est la capitale. Il faut rendre à César ce qui est à César. Hop, voilà. Et donc, si je fais un print mon dictionnaire, eh bien, il s'affiche donc correctement. Bon, effectivement, à ville, j'ai oublié le E. C'est pas grave, on verra comment modifier une clé. Alors, on peut ajouter un élément à un dictionnaire. Pour ce faire, eh bien, on va faire mon dictionnaire. On va lui mettre une nouvelle clé. Alors, là, effectivement, il me faut mes crochets. On va lui mettre une clé, par exemple, pays. Et à cette clé, on va associer la valeur France. Et donc, si on fait un print mon dictionnaire, on voit bien que la valeur, enfin la paire clé valeur pays France a bien été ajoutée. Alors, on peut également mettre à jour un dictionnaire. Donc, par exemple, ici j'avais mis âge 30. Imaginons, je veux changer cet âge-là. Eh bien, je vais faire mon dictionnaire âge pour la clé. Parce que ici, si vous avez remarqué, en fait, on n'accède plus aux éléments à l'aide de l'indice, mais on accède aux éléments à l'aide de leur clé. Et c'est donc tout à fait différent de la liste et du tuple. Et on va mettre par exemple 41 ans. Et donc si je fais un print mon dictionnaire, on voit bien que l'âge a été modifié. Alors on peut également supprimer un élément d'un dictionnaire. Pour ce faire, eh bien, on va utiliser del et on va faire del mon dictionnaire. Del mon dictionnaire. Hop. Alors, ville, parce qu'en plus ça m'arrange parce que c'était mal écrit. Et donc, ici, on lui demande de supprimer la clé et la valeur ville Paris. Et donc, si on fait un print de mon dictionnaire, on voit bien qu'on n'a plus la paire clé-valeur ville Paris. Alors, on peut également utiliser, mettre à jour un dictionnaire existant en ajoutant des éléments d'un autre dictionnaire. Par exemple, je vais créer donc deux dictionnaires. Alors, dict 1 égale, alors, à, donc, nom, on va rester sur Dupont, c'est très bien. Âge, on va le mettre un peu plus jeune, 20. Voilà, c'est tout pour ce dictionnaire. Et on va créer un deuxième dictionnaire où là, on va mettre la clé ville qui a comme valeur, changeons donc Lyon par exemple, Lyon, et comme pays, eh bien toujours la France, du coup.
coup, si on est à Lyon, on est en France. Voilà qui est fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, pardon. J'ai oublié de fermer les cotes. Voilà, donc on a dict 1, dict 2. Eh bien, on peut mettre à jour notre dictionnaire 1 à partir du dictionnaire 2 en utilisant la méthode update et en mettant comme argument dict 2. Et donc, si on affiche notre dict 1 mis à jour, eh bien, on voit que ça a ajouté les valeurs du dictionnaire dict 2. Voilà. Donc, les caractéristiques, ne pas oublier sur les dictionnaires, c'est que ce sont des conteneurs, tout comme les listes et les tuples, que les dictionnaires sont mutables, donc on peut ajouter, supprimer ou modifier leur contenu, que les dictionnaires ne sont pas des séquences, ça veut dire qu'on ne peut pas accéder à leur contenu en utilisant un indice, et aussi que les valeurs associées aux clés peuvent être quelconques. Alors, est-ce qu'on pourrait faire des choses intéressantes? On a déjà vu la plupart. Peut-être le parcours. On a vu comment modifier, ajouter, mais on n'a pas vu comment parcourir un dictionnaire, ce qui est assez important. Eh bien, en fait, pour parcourir un dictionnaire, on va soit itérer sur les clés, donc le parcourir à l'aide d'une boucle for sur les clés, soit l'itérer sur les valeurs, donc le parcourir à l'aide des valeurs, ou soit carrément faire une itération sur les couples clés-valeurs, c'est-à-dire une boucle for qui va prendre eh bien, la clé et la valeur. Alors, pour l'itération sur les clés, on va faire for clé in. Du coup, notre dictionnaire, bon, on va prendre dict 1, puisque c'est notre dernier dictionnaire. Dict 1.keys, et ça c'est très important de le mettre. Ça veut dire que clé, notre variable clé va parcourir eh bien, les keys, donc les clés de dict 1. On met un 2 points, on fait une tabulation, et on va faire print clé. Donc ça va nous permettre d'afficher les clés. Et donc, on voit bien les clés, c'est nom, âge, ville, pays. Voilà, maintenant si on veut faire une itération sur les valeurs, eh bien on va faire for, par exemple valeur, for valeur, in dict 1 point, alors du coup ce sera maintenant values, donc, très important de mettre values, ça veut dire que pour la variable valeur, eh bien on va aller puiser dans les values de dict 1, donc c'est un mot-clé, et donc notre boucle, et on va faire une tabulation, et on va faire un print de valeur. Et donc là, on affiche les valeurs, donc Dupont, 20, Lyon et France. Et maintenant, si on veut faire une itération sur les couples clé-valeur, eh bien, nous allons faire un for. Donc, on va mettre un couple clé-val, in perso.items. Donc, les couples clé-valeur sont stockés dans items. Et une tabulation. Et on va faire print alors de la variable clé, virgule, donc on va mettre une chaîne de caractères, donc une flèche, et une nouvelle virgule pour mettre la variable valeur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
Ouais, alors je sais pas pourquoi je l'ai appelé perso. Effectivement, c'est dict 1. J'étais un petit peu à côté de la plaque. Tabulation. Hop. Hop. Et donc là, ça nous affiche la clé et sa valeur, la clé et sa valeur. Voilà. Donc voilà comment itérer. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu pour voir le plus de choses possible. Alors, en fait, je pense que je viens d'y réfléchir, on va diviser en deux cette initiation. Donc, on continuera sur cela dans une vidéo qui fera suite à celle-ci. En attendant, j'espère que cela vous a été fort utile. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons les structures imbriquées, tout ce qu'on peut faire comme opération sur les dictionnaires qu'on n'a pas encore vu. Nous verrons les conversions de type, les if, les else, les for, les while, plus en détail, les fonctions, le travail sur les fichiers, donc read, write, close, open, et bien sûr tout ce qui va être gestion d'erreurs et la programmation orientée objet avec les classes. Et nous verrons également les modules et les packages en Python. Voilà, donc je vous dis à tout de suite ou à bientôt pour la suite de cette initiation. Voilà, au revoir.